Être noir n'est pas la chose la plus facile au monde. Pourtant, il y a ceux qui prouvent que l'adversité et les difficultés ne sont que dans l'esprit des gens. Sinon, comment faites-vous des milliards de dollars quand vous partez de rien? Comment devenir milliardaire quand vous êtes né dans une hutte sans électricité, sans eau, ni assainissement au Soudan? Eh bien, peut-être que Mo Ibrahim peut vous donner une réponse rapide. L'histoire de Mohamed Ibrahim est un récit vraiment réconfortant que vous devriez raconter à vos enfants chaque fois qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Né le 3 mai 1946, dans une hutte dépourvue de commodités de base, il a entamé sa vie en tant que second né dans une famille qui luttait déjà avec les défis de subvenir aux besoins de leur progéniture en pleine croissance. La recherche d'une vie meilleure par la famille Ibrahim les a amenés à faire leurs valises et à déménager à Alexandrie, en Égypte. Là-bas, le père de Mohamed, animé par une détermination sans faille, travaillait sans relâche dans une entreprise de coton, passant souvent de 16 à 20 heures par jour au travail. Pendant que son père luttait pour un avenir meilleur, la mère de Mohamed endossait le rôle de la parente ultime, surveillant de près l'éducation de Mo et de ses frères et sœurs. Elle savait que l'éducation était tout et accompagnait souvent ses enfants à l'école à la main pour éviter qu'ils ne sèchent les cours. Elle restait avec une canne à la main pendant qu'ils faisaient leurs devoirs et ne les laissait jouer qu'une fois chaque leçon apprise. L'éducation était le phare qui illuminait le chemin du succès pour les enfants Ibrahim, et Mohamed ne faisait pas exception. La foi inébranlable de sa mère dans l'éducation lui a permis d'obtenir une maîtrise en électronique et en génie électrique à l'université d'Alexandrie. L'ascension subséquente dans l'échelle sociale en Grande-Bretagne, aboutissant à devenir directeur technique de Cellnet, a préparé le terrain pour son parcours entrepreneurial. En 1998, Mo Ibrahim a étendu ses ailes et fondé Celltel International, devenant un pionnier dans le domaine des communications sans fil. La société, avec plus de 98% de ses employés d'origine africaine, était un témoignage de l'engagement de Mo à redonner à la communauté dont il était issu. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui, et Mo mène une belle vie avec sa femme et ses 3 enfants. Sa richesse repose désormais sur un beau 2 milliards de dollars. Malgré la baisse par rapport à son apogée en 2005, l'engagement de Mo Ibrahim envers l'Afrique n'a pas faibli. Il a fondé la fondation Mo Ibrahim, introduisant le prix pour la réussite du leadership africain, une récompense de 5 millions de dollars pour les leaders qui ont réussi dans leur travail. Cette récompense est décernée par sa famille, ses amis et lui-même. La fondation Mo Ibrahim est un excellent ajout à la vie d'une famille et continuera d'être un phare d'espoir pour les leaders qui excellent dans la fourniture de sécurité, de santé, d'éducation et de développement économique. Tout en passant gracieusement le flambeau du pouvoir, la fondation Mo Ibrahim continue d'être un phare d'espoir, incarnant l'esprit de croissance, de gratitude et de générosité. Après tout, Mo sait que la vraie richesse se mesure non seulement en dollars, mais en impact positif que vous laissez derrière vous, seulement avec moins de claques et plus d'incitations financières. Oui, l'histoire de Mo est inspirante, mais elle pâlit comparée à ce que Michael Lichin a dû surmonter pour devenir encore plus riche qu'Ibrahim. D'accord, Michael Lichin n'est pas entièrement noir. Il est en réalité triracial avec une ascendance africaine, jamaïcaine et chinoise. Cela ne l'a certainement pas aidé à devenir l'un des hommes noirs les plus riches de la planète. Michael Lichin est né à Port Antonio et a eu une enfance vraiment difficile. Sa mère s'est remariée quand Lee avait seulement 7 ans, et cela s'est avéré être le meilleur cadeau que sa mère lui ait jamais fait. Bien que Vincent Chin, son beau-père, n'était pas riche, il aurait tout donné pour ses enfants, qu'ils soient les siens ou ses beaux-enfants. Ainsi, il tenait une petite épicerie locale dans la ville de San Francisco, où tous ses 7 enfants aidaient. Cela a appris à Michael que rien dans ce monde ne vient gratuitement. Pour aider avec les factures, sa mère travaillait 2 emplois. Elle vendait des produits Avon aux touristes tout en travaillant comme comptable dans diverses entreprises locales. Alors que la plupart des enfants doivent être poussés à aller même à l'école primaire, Michael savait que s'il voulait une vie meilleure, il aurait besoin d'un peu d'éducation. Malheureusement, ses parents n'étaient pas en mesure de l'aider. Ainsi, à l'âge de 14 ans,
Il a commencé à travailler pour une entreprise de jardinage, creusant et faisant un dur labeur. L'année suivante, il a décroché un emploi d'été pour nettoyer les salles des machines des navires de croisière. C'était un travail épuisant, mais l'objectif en valait la peine. En 1970, il s'est inscrit à l'université McMaster au Canada. À partir de là, sa vie a changé. Sheen était un véritable prodige, un véritable phénomène qui a pris le monde en utilisant sa volonté, qui a divisé la richesse des riches. Il voulait un homme comme Michael Hashi. Si une micro-entreprise ressemblait à Rutmeg, une grande maison de tissus rapide, rien de tout cela ne serait un gagnant. Mais depuis la carrière active de Jimmy Baird à Mac, il a été embauché en tant qu'auteur au Canada. Le travail est donné à pourrait être une moitié Baiser Horace, un grand fan des films de James Bond, n'est-ce pas, tout simplement? Et ne pensez pas que le monde est le seul pour Jim aujourd'hui. Ce qui est resté avec lui, s'il n'avait pas quitté sa zone de confort quand il a commencé son voyage justice, il n'aurait pas décidé qu'il voulait aller au soleil Kellman ou à quiconque nous connaissions à son sujet. Mais je dis si prophétiquement Alg est mort parce que j'ai fait, dans l'industrie financière jamaïcaine. Ensuite, il a fait la même chose avec la National Commercial Bank of Jamaica, tout en investissant dans diverses entreprises prospères. Lee Chin était comme un Midas des temps modernes. Tout ce qu'il touchait se transformait en or. Eh bien, contrairement au mythe, il n'a pas littéralement tout transformé en or, juste en quelque chose de très rentable. Et Michael n'a pas réellement cédé à la cupidité, mourant de son pouvoir. Au contraire, il apportait prospérité et succès partout où il allait. Bien que sa valeur nette soit aujourd'hui un peu plus de won, four milliards de dollars, ce n'est pas le reflet de ses mauvaises décisions financières, mais plutôt de sa générosité. Il a fait don de plusieurs milliards de dollars à diverses causes en Jamaïque et au Canada, rendant le monde meilleur. Pourtant, tout le monde ne connaît pas son succès. Mais il était un homme de parole. Si l'on a la chance de naître près du Canada et de l'Amérique, il est facile de s'établir comme un brillant entrepreneur quand on est dans un pays démocratique et bien réglementé. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu cette chance. Prenez Strive Masiwa, par exemple. C'est un homme qui a défié toutes les chances, s'est opposé au dictateur et a construit son entreprise 3 fois à partir de zéro juste pour prouver un point. Parler de milliardaires au Zimbabwe est généralement le début d'une blague cruelle. Après tout, il y a même des cafards qui se promènent dans les banques vides qui sont des milliardaires en dollars zimbabwéens. Oui, la corruption et une gestion massive des capitaux ont conduit ce pays autrefois florissant à l'hyperinflation et à l'appauvrissement. Aujourd'hui, un billet de 100 billions de dollars vaut environ 40 cents américains. En revanche, la vie de Strive Masiwa était une montagne russe de difficultés et de succès. Contrairement à son pays d'origine, il est né dans une famille de fermiers pauvres, où son père était enseignant et sa mère agricultrice. Dans sa jeunesse, il est devenu réfugié après que le gouvernement de Ian Smith ait déclaré une déclaration unilatérale d'indépendance du Royaume-Uni. Étant un homme instruit, le père de Masiwa savait où les choses allaient, vers une dictature. Alors il a emmené sa famille en Zambie. Étant dans le pays avec les plus grandes mines de cuivre au monde, ses parents se sont transformés en entrepreneurs prometteurs. Cela leur a permis d'envoyer Strive au Royaume-Uni pour ses études secondaires et universitaires. Pourtant, Strive ne s'est jamais senti tout à fait chez lui au Royaume-Uni. Ainsi, en 1984, après la fin de la guerre du Bush rhodésien, il a quitté sa vie confortable en Écosse et est retourné au Zimbabwe. Là, il a aidé le gouvernement local à établir son système de télécommunications. Il a économisé environ 75 $ américains en quelques mois et a décidé qu'il était temps d'investir. Oui, 75 $ était suffisant pour démarrer une entreprise au Zimbabwe à l'époque. Ce n'est pas une erreur de frappe. Strive a construit Econet Wireless, qui est rapidement devenu populaire parmi les habitants. Naturellement, le dictateur local Robert Mugabe n'a pas du tout aimé ça. Il a donc refusé de lui accorder une licence pour exploiter son entreprise. Masiwa n'était cependant pas du genre à reculer. Il a fait appel à la Cour constitutionnelle du Zimbabwe, et après 5 ans de bataille judiciaire, et probablement quelques pots de vin, il est finalement sorti victorieux. Malheureusement, cette bataille judiciaire l'a presque mis en faillite. Maintenant, une personne ordinaire aurait simplement abandonné, ou
serait retourné au Royaume-Uni, aurait trouvé un bon emploi sécurisé et aurait vécu sa vie. Eh bien, Strive n'est pas une personne ordinaire. Au lieu de cela, il a reconstruit la société de télécommunications à partir de zéro une deuxième fois, tout en Mugabe essayait de le saboter à chaque tournant. En seulement 2 ans, il est devenu le principal opérateur de télécommunications au Zimbabwe. Comme vous pouvez l'imaginer, Mugabe était furieux du succès de Masiwa et a commencé à le persécuter. Ainsi, en 2000, Strive a été chassé de sa patrie pour la 2e fois. Il s'est installé en Afrique du Sud, où il a établi Econet Wireless pour la 3e fois, car elle devait être une organisation distincte de celle listée au Zimbabwe. Voilà un coup de maître, construire une entreprise de télécommunications 3 fois à partir de zéro et réussir à chaque tentative. Aujourd'hui, Masiwa vaut 1,8% milliards de dollars US et il continue d'aider les habitants du Zimbabwe avec diverses organisations caritatives. Eh bien, imaginez combien Masiwa vaudrait s'il n'y avait pas eu Mugabe. En fait, pas besoin de l'imaginer. Il y a 7 autres exemples de familles noires éminentes qui ont réussi malgré toutes les adversités. Alexander Karp en est un bon exemple, bien qu'il soit à moitié juif. Eh bien, oui, Karp n'est pas l'exemple parfait. Eh bien, oui, Karp n'est pas l'exemple parfait. Bien qu'il soit à moitié juif, Alexander Karp en est un bon exemple, bien qu'il soit à moitié juif. Eh bien, oui, Karp n'est pas l'exemple parfait. Eh bien, oui, Karp n'est pas l'exemple parfait. Eh bien, oui, Karp n'est pas l'exemple parfait. Comme il ressemblait plus à son père juif qu'à sa mère afro-américaine. Et oui, il vivait dans la relativement progressiste Philadelphie dans les années 80. Mais quand même, il y avait beaucoup de gens qui considéraient les mariages mixtes comme un crime quand il est né en 1967. En effet, nous avons parcouru un long chemin depuis lors, n'est-ce pas? Karp a été ridiculisé et intimidé en raison de ses origines mixtes. Mais cela ne l'a rendu que plus fort. Karp est devenu avec succès un Abalone complet. En fait, cette année-là, un homme nommé Edwin Howes a fait la fête au gouvernement des États-Unis, a investi dans des startups et des actions après avoir obtenu son JD. Mais sa percée financière est venue en 2004 lorsqu'il a cofondé Palantir avec Peter Thiel, le cofondateur de PayPal. Les gouvernements et les entreprises utilisent le logiciel de Palantir pour collecter et analyser des données, et l'entreprise a connu une croissance rapide ces dernières années. Aujourd'hui, tous ceux qui l'ont intimidé lorsqu'il était jeune crient que la CIA utilise son logiciel pour collecter leurs données et les analyser. Voilà ce que j'appelle une vengeance pro. Les 2 milliards de dollars sur son compte en banque ne sont que la cerise sur le gâteau. Néanmoins, la discrimination contre Karp n'était rien comparée à celle des autres. Après tout, il vivait dans le bon vieux USA, pas comme Patrice Motsepe, qui a dû endurer l'apartheid en Afrique du Sud et est devenu l'une des personnes les plus riches du monde malgré tous ceux qui ont essayé de le faire tomber. Malgré son héritage royal en tant que fils du chef de la branche Makau du peuple Swana, l'enfance de Motsepe n'était pas que du chocolat et des roses. Son père était en fait enseignant et homme d'affaires de petite taille, possédant un seul magasin solitaire qui se trouvait être extrêmement populaire auprès des mineurs. Là, Motsepe interagissait avec les travailleurs et tombait amoureux de leur mode de vie et de leur profession. Là, il apprenait tout ce qu'il pouvait, et il pouvait tout faire concernant l'exploitation minière, en écoutant seulement les conversations des travailleurs, en posant seulement occasionnellement une question ou deux. Son père, cependant, n'était pas trop heureux d'avoir son fils autour des mineurs. Il rêvait que son garçon devienne quelque chose de plus. Ainsi, il a économisé suffisamment d'argent pour l'envoyer à l'université du Swaziland, où il a obtenu un diplôme en art. Plus tard, il a également obtenu un diplôme en droit de l'université de Witwatersrand. Sa spécialité? Le droit minier et commercial. Vous voyez où cela nous mène? Néanmoins, il y avait un problème significatif en cours de route. L'apartheid qui régnait sur son pays entraînait tout noir essayant de gagner un peu de richesse ou de pouvoir. Heureusement, en 1994, Nelson Mandela a été élu premier président noir de l'Afrique du Sud. Un cabinet d'avocats craignant des représailles de la part de la communauté noire a rapidement pris Motsepe comme associé dans leur cabinet Bowman. Il a ensuite été élu premier président de l'Afrique du Sud. Il a ensuite été élu premier Motsepe.
Il a ensuite été élu le premier partenaire noir en Afrique du Sud. Cela lui a permis de rassembler du capital, et en 1998, il a attendu le moment idéal pour entrer dans la seule véritable passion de sa vie, l'exploitation minière. Il a saisi un moment historique où l'or était au plus bas et a acheté sa première mine d'or pour 7,7 millions de dollars. C'était le début de la société de renom, African Rainbow Minerals, valant aujourd'hui 2 milliards de dollars. Avec ses autres actions, Motsepe est maintenant à environ 3 milliards de dollars de richesse personnelle, ce qui en fait l'un des hommes les plus riches d'Afrique et du monde. Aujourd'hui, malgré avoir été rabattu dans sa jeunesse par un gouvernement raciste, Motsepe est également président de la Confédération africaine de football. Voilà une ascension au pouvoir pour les livres d'histoire. Néanmoins, je suppose que le fait d'être quelque peu de la royauté lui-même a peut-être aidé un peu avec des connexions ici et là. Rien de nouveau. Certains chefs ont réussi à capitaliser encore mieux sur leur position. Prenez Mike Adenuga, par exemple. Ce type est le 3e homme le plus riche d'Afrique et le propriétaire de la 2e plus grande société de télécommunications dans l'un des pays les plus peuplés du monde, le Nigeria. Son entreprise, Globacom, est également présente au Ghana et au Bénin. Mike n'a jamais connu les luttes que d'autres sur cette liste ont vécues, car sa mère était d'ascendance royale jebu et une femme d'affaires éminente. Pourtant, malgré le succès de sa mère, Mike a dû travailler comme chauffeur de taxi aux États-Unis pour financer ses études à l'université Northwestern de l'Oklahoma, puis à l'université Pace à New York. Mais peu de personnes noires nées dans les années 1950 peuvent se vanter d'avoir gagné leur premier million à l'âge de 26 ans. Son premier business était la vente de boissons gazeuses et de dentelles. Cependant, en 1991, un permis de forage de pétrole au large des côtes du Nigeria l'a propulsé dans la stratosphère sociale et financière. Le reste, comme on dit, c'est de l'histoire. Une histoire de 6 milliards de dollars. Pourtant, malgré son énorme succès, l'entreprise de Mike, dont il a toujours été fier, reste un mystère. La seule raison pour laquelle il a tant de succès est qu'il était un homme d'affaires très réussi. Pour ajouter à sa richesse énorme, Adenuga n'est même pas l'homme le plus riche du Nigeria. Cet honneur revient à Abdul Samad Rabiou. Tout comme Mike, Abdul est également né avec une cuillère en argent dans la bouche, car son père, Khalifa, était l'un des industriels les plus éminents du Nigeria dans les années 70 et 80. Ainsi, depuis son plus jeune âge, il savait comment gagner de l'argent. À l'âge de 11 ans, il a réussi son premier accord. C'était en 1980, lorsqu'il a conclu son premier accord réussi. En fait, c'était un accord avec son père. Abdul voulait une allocation plus élevée et a attendu le moment parfait pour présenter sa proposition à son père. Lorsqu'il y a eu une courte dépression sur le marché et que son père a subi d'importantes pertes personnelles, il a proposé de créer un système qui lierait son allocation aux revenus de son père. Naturellement, Khalifa a accepté et Abdul a reçu la moitié de ceux qu'il recevait auparavant pendant 6 mois. Pourtant, une fois que les investissements de son père ont explosé et que la famille Rabiou a commencé à générer rapidement de la richesse, Abdul a rapidement capitalisé et quadruplé son allocation initiale. D'un point de vue actuel, cela semble être une anecdote pleine de sens. Mais quand on y pense, à l'âge de 11 ans, il savait lire le marché, conclure des accords favorables lorsque le marché était en baisse et capitaliser sur ses investissements. C'est du pur génie. Pas étonnant qu'aujourd'hui il vaille 6 milliards de dollars et qu'il soit parmi les plus grands hommes d'affaires non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Naturellement, ce n'est pas étonnant que son père ait délégué les affaires familiales à Abdul à son retour de ses études. Le jeune Rabiou n'avait que 24 ans, mais il a réussi à faire croître l'entreprise familiale à des hauteurs inimaginables. À 28 ans, Rabiou a établi Boursa. Il a commencé sa propre entreprise en tant que directeur commercial dans la Banda, et il est ensuite devenu le fondateur de BUA International Limited. Et seulement 2 ans plus tard, il a conclu un accord en or avec le gouvernement nigérian. Des années plus tard, BUA a également acquis la plus grande société de traitement d'huile du Nigeria. Inutile de dire que Rabiou n'est pas seulement un homme de grande richesse, mais aussi un homme de grand pouvoir. Pourtant,
Malgré son habileté commerciale, Rabiu a encore beaucoup à apprendre des magnats des affaires comme David Stewart. David Stewart. Cet homme pourrait vendre du sable dans un désert, comme le disent ses employés, avec un flair brillant pour le marché de l'informatique, une personnalité charmante et un cerveau qui pourrait faire pleurer de honte n'importe quel IA. Stewart a commencé son parcours pour devenir le troisième homme le plus riche du monde noir grâce à une petite entreprise informatique appelée Worldwide Technology. Il lui a fallu quelques années seulement pour transformer cette start-up de garage en un empire technologique du même calibre que Microsoft ou Meta aujourd'hui. Et bien que la technologie soit derrière son triomphe, il semble qu'il était maudit pour apporter le succès à tout ce qu'il touchait. Bien que je ne sois pas sûr de savoir comment cela pourrait compter comme une malédiction, quoi qu'il en soit, des dizaines d'entreprises avec le nom et le savoir-faire de Stewart derrière elles ont prospéré pour devenir des entreprises réussies, apportant à Stewart une valeur nette hallucinante de 3 milliards de dollars. Le succès de Stewart était le résultat de son travail acharné, et de son travail acharné. Il était un entrepreneur réussi, et il était un entrepreneur réussi. Il était un entrepreneur réussi, et il était un entrepreneur réussi. Le succès de Stewart était le résultat de son travail acharné, et de son travail acharné. Il était un entrepreneur réussi. C'est de l'argent que la plupart des gens dépenseraient, jour après jour et nuit après jour. Cependant, Stewart n'est pas du genre à laisser l'argent obscurcir son jugement. Ainsi, il utilise la majeure partie de ses gains pour redonner à la société. Il est un champion de la diversité et de l'inclusion dans le monde de l'entreprise, promouvant activement les opportunités pour les minorités dans la technologie et les affaires. Ses efforts philanthropiques ont touché le cœur de nombreuses personnes. Il est un homme de parole, et il est un homme de parole. C'est un homme d'État maudit qui a apporté un patrimoine en proposant ses 600 millions aux États-Unis dans une révolution à 58 milliards de dollars en Ramosac. Et pour les années entières, il a essayé de sauver cette économie et le puets avenir dans le Nesseon se montrent des emplois Tromboji et Geug Mogu Zombie. Mickey Dropov freine Tutianitaire. Vous verrez qu'il a combiné la perte de richesse avec 8,4 billions de dollars en mariages vendus, des empires prochains à Francisco Esports, Mucho Mejorion, Ville et CCO Inatcode. Son incroyable savoir-faire s'étend au secteur de la technologie, où les investissements de Vista dans les sociétés de logiciels ont rapporté des rendements stupéfiants. Robert F. Smith ne se contente pas de gagner de l'argent, il veut faire une différence. Son engagement en faveur de la philanthropie est aussi colossal que son compte en banque. Il a promis des centaines de millions pour des causes telles que l'éducation, les soins de santé et les institutions culturelles. Ce n'est pas étonnant qu'il donne autant d'argent à l'éducation des minorités, alors que ses parents étaient tous deux titulaires d'un doctorat en éducation et étaient directeurs d'école. Comme vous pouvez l'imaginer, vivre avec 2 directeurs à la maison n'était pas très amusant. Même aujourd'hui, lorsque Smith est l'homme le plus riche noir des États-Unis, sa mère l'appelle pour lui dire qu'il pourrait faire un peu mieux. Les parents, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'Aliko Dangote, l'homme le plus riche noir du monde, serait d'accord. Aliko était le premier fils de l'union des 2 familles musulmanes les plus éminentes du Nigeria. Sa mère était Maria Dantata, petite fille de la personne la plus riche d'Afrique de l'Ouest. Son père, Mohamed Dangote, était le 2e homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Comme vous pouvez l'imaginer, Aliko ne connaissait pas exactement les luttes. L'argent ancien est de l'argent ancien, après tout. Qui a besoin de lutter quand on a le monde à ses pieds depuis la naissance? Naturellement, Aliko Dangote est devenu le premier milliardaire nigérian en 2007. À son apogée, il était le 30e homme le plus riche du monde. Aujourd'hui, sa valeur nette est d'environ 10 milliards de dollars. Son groupe Dangote est de loin le plus grand conglomérat en Afrique, opérant au Nigeria, au Bénin, à Gaza, en Zambie et au Togo. Tout cela grâce à Aliko. Merci à Aliko. Je suis Aliko Dangote. Je vous verrai la prochaine fois sur The Real Business. Au revoir. C'est lui qui a finalement franchi le pas pour faire de l'entreprise familiale un empire international. Aujourd'hui, le groupe Dangote est présent partout sur le marché, produisant même des voitures. Oui, la célèbre marque française Peugeot a donné à Dangote une licence pour fabriquer leurs voitures au Nigeria.
Avec des économistes suggérant que le Nigeria est destiné à devenir la prochaine superpuissance mondiale, je suis impatient de voir comment la prochaine génération de personnes réagira. La génération de la famille Dangote deviendra des trilliardaires. D'ici là, je peux encore profiter des trilliardaires d'aujourd'hui.